Et donc, je suis heureux de vous saluer tous. Je vais demander à Maître Carlos de relever un peu le bâton de l'écran pour qu'on le voit mieux. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, je vous salue à nouveau et je vous souhaite la bienvenue dans ce petit local, une petite salle polyvalente qui change selon les activités et qui nous permet de faire beaucoup de choses ici et d'avoir des réflexions très approfondies sur des questions d'actualité comme celles qui nous occupent aujourd'hui. Et donc, je vais demander aux amis qui sont en ligne de laisser leur micro en mode silencieux, donc éteint, et notamment Monsieur Tambeke. Voilà, merci. Et lorsque vous devriez intervenir pour poser une question, vous pourrez simplement lever la main en bas. Donc en bas, il y a un menu réagir avec un cœur. Si vous cliquez dessus, vous pouvez lever la main. Vous cliquez sur lever la main et comme ça, on voit que vous demandez la parole. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour échanger avec Maître Carlos Mwapiti autour de ce thème d'actualité, nouvelles institutions judiciaires, économiques et financières en République démocratique du Congo, quelle potentialité. Maître Carlos Mwapiti est venu chercher le trouble à l'école de criminologie et depuis qu'il y est, il ne fait que poser des questions sur la manière dont la justice doit réagir à ce qu'on appelle habituellement les crimes en col blanc, c'est-à-dire la criminalité économique, on peut dire des grandes envergures ou la criminalité économique des élites, la criminalité des élites. On entend effectivement dans l'actualité beaucoup de cas de détournement de deniers publics, beaucoup de procès parfois médiatisés, mais dont les résultats sont litigieux, sont plutôt mitigeux. Et donc, Maître Carlos, qui est en train de finir son master en criminologie économique et environnementale, n'est-ce pas, nous propose aujourd'hui de réfléchir sur le projet de loi du gouvernement déposé déjà au Parlement sur la création du tribunal économique et financier et le parquet national économique et financier. Voilà. Le projet est en train d'être analysé par les élus du peuple et la question qu'on se pose, c'est justement quelle potentialité peut-on attendre de ces nouvelles institutions judiciaires? Il a parcouru évidemment le texte, le projet de texte, et il a relevé un certain nombre de problèmes juridiques et même, je dirais, d'ordre criminologique. Que peut-on attendre de ces juridictions, de cette juridiction du tribunal économique et financier? On peut penser que c'est l'inefficacité supposée des juridictions de droit commun, des juridictions pénales de droit commun, face à la criminalité en col blanc qui a motivé le gouvernement pour créer ces nouvelles institutions. Une autre question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que compte tenu de l'expérience et de la difficulté de poursuivre les personnalités politiques qui sont impliquées dans des cas de criminalité en col blanc, ne fallait-il pas déjudiciariser la gestion de cette criminalité en col blanc, notamment en introduisant la possibilité d'une médiation pénale, d'une médiation préalable, hein, une médiation préalable avant d'envisager les poursuites judiciaires, d'autant plus que ces poursuites judiciaires n'aboutissent toujours pas à la restitution des biens détournés. On peut aussi se poser la question de l'amoindrissement du capital inopérant de ces personnes, parce qu'une fois condamnées, ces personnes peuvent prendre des dispositions pour réduire leur capital, c'est-à-dire leur propriété. Donc, ils n'ont plus de biens. Après avoir été condamnés, ils n'en ont plus alors qu'avant, ils en avaient. Quelle peine efficace que ces juridictions pourront prononcer, et que finalement, la question centrale, c'est qui sont en fait les bénéficiaires ou les destinataires de ce projet de loi.
dès lors que la qualité officielle est opérante, reste opérante et est susceptible de constituer un obstacle aux poursuites. Donc voilà des questions que ce projet de loi soulève et que Maître Carlos Mwapiti va nous présenter tout à l'heure, et nous voudrions justement lui accorder la parole. Je vais me taire, comme ça nous écoutons l'analyse qu'il a faite de ce projet de loi, et après quoi il y aura des questions qui viendront des auditeurs, ceux qui sont en ligne et ceux qui sont en présentiel. Nous allons aborder la question des nouvelles institutions judiciaires, économiques et financières en RDC. Quelle potentialité? Alors, lorsque nous parlons des nouvelles institutions judiciaires, économiques et financières, pour ceux qui ne sont pas informés, il se pose effectivement la question, mais de quoi il s'agit? Je voudrais ici signaler que le gouvernement de la République démocratique du Congo, lors de sa 39e réunion du Conseil des ministres, avait adopté, la réunion qui était tenue le 11 avril 2025, avait adopté un projet de loi. Le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences d'un tribunal pénal économique et financier avec un parquet national économique et financier, avec pour objectif de renforcer la lutte contre la criminalité économique et financière. Et donc, l'objectif principal est celui-là. Parce que ils ont fait un constat, lequel constat effectivement est également fait par ceux qui s'intéressent sur la question, que nos juridictions ordinaires, les juridictions qui existent aujourd'hui, semblent être inefficaces dans la lutte contre cette forme de criminalité. Lorsqu'on parle de la criminalité économique et financière, il s'agit de détournement des deniers publics, de blanchiment d'argent ou des capitaux. Vous avez la concussion, la corruption et consorts. Un criminologue ou sociologue, Edum Sutherland, en 1939, avait qualifié cette forme de criminalité des élites. Je voudrais ici signaler ou rappeler que lors du procès 100 jours, vous avez suivi un avocat pour dire que le détournement est une infraction des intellectuels. Cette thématique avait créé beaucoup de polémiques. Il avait effectivement raison. C'est parce que c'est une forme de criminalité qui est peut-être réservée à une classe sociale, à une classe des élites, des gens qui travaillent, des gens qui ont des fonctions. Ce sont eux qui sont effectivement visés par les détournements des deniers publics. Et donc, notre pays a estimé que, disons, le gouvernement a estimé qu'il fallait renforcer la lutte contre cette forme de criminalité en créant un tribunal spécial. Et c'est ce tribunal qui est dénommé Tribunal pénal économique et financier, avec un parquet national économique et financier. Lorsque vous prenez ce projet de loi, qui a été du reste adopté, déclaré recevable et adopté par l'Assemblée nationale, vous verrez qu'il y a au moins 89 dispositions ou articles qui sont prévus, que nous allons essayer d'analyser les points les plus importants. Donc, je disais que ce projet de loi qui a été adopté par le gouvernement congolais est aujourd'hui déclaré recevable par l'Assemblée nationale et c'est en plein examen. Nous sommes dit, effectivement, nous pouvons aussi apporter notre petite contribution par rapport à ce que nous avons constaté comme irrégularité qui va peut-être empêcher le bon fonctionnement de ces tribunaux s'il arrive à être mis en place. Et donc, vous avez ce projet de loi, comme je l'ai dit, qui comprend 84 articles avec 6 titres. Le premier titre porte sur les dispositions générales. Le second titre définit les ressorts et la compétence du tribunal. Le troisième titre présente la composition, l'organisation et le fonctionnement du tribunal.
Les 4e parlent de voies de recours. Les 5e portent sur les dispositions particulières. Et enfin, les 6e titres traitent les dispositions transitoires et finales. Le projet de loi qualifie quelques points d'innovation. Il parle d'abord, dans ces tribunaux, vous allez constater qu'il y aura des chambres spécialisées, contrairement à nos juridictions ordinaires qui existent déjà. Vous avez la création de 2 chambres au sein d'un même tribunal. La chambre de première instance et la chambre d'appel. L'appel sera intégré devant le même tribunal, mais dans une autre chambre. En réalité, pour le praticien, vous le savez, ce n'est pas vraiment une innovation en droit positif congolais parce que c'est déjà applicable devant les tribunaux pour enfants. Je vous vois en train de secouer la tête, certainement, vous me donnez raison. Vous avez la création d'un corps des OPJ spécialisé composé des experts. La mise en place d'un dispositif adapté de protection des témoins et des renseignants. Les régimes de restitution et des saisies de biens. Là aussi, ce n'est pas une innovation parce que ça existe déjà dans les codes pénals. L'introduction de peines spécifiques et proportionnées, confiscation de biens, de l'amende égale ou supérieure au préjudice, de l'interdiction d'exercer les fonctions publiques et de l'élargissement de la responsabilité pénale des personnes morales. Tout ceci existe. Alors, dans l'analyse de tous ces faits, la critique que nous apportons ici dans les cas d'espèce de ces projets de loi conformément à la Constitution, vous allez constater qu'il y a la question des immunités. Le professeur Raoult, dans son propos introductif, est revenu sur ça. Les immunités en droit sont considérées comme des obstacles légaux. Parce que le procureur général, près la Cour de cassation, lorsqu'il doit poursuivre une personne bénéficiaire des immunités, il est tenu de saisir l'Assemblée nationale ou le Sénat, selon le cas, afin d'obtenir l'autorisation d'instruction. Deuxièmement, lorsqu'il finit avec son instruction, il rentre à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour obtenir l'autorisation de poursuite. Et enfin, c'est la levée des immunités. Mais dans ces pays, nous avons connu des cas comme ça, où le procureur général saisit l'Assemblée nationale, mais cette dernière rejette sa demande ou lui refuse l'autorisation de poursuivre. Ce sont là des obstacles légaux, donc c'est prévu par la Constitution. Vous avez l'inviolabilité, le privilège des juridictions et des poursuites. Par exemple, les membres du gouvernement sont bénéficiaires de ces privilèges. Et pour preuve, vous avez vu que récemment, le ministre de la Justice, n'est-ce pas, fait l'objet de poursuites. Le procureur général a été obligé de saisir l'Assemblée nationale pour obtenir toutes ces autorisations. Nous avons évoqué la motivation politique. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement à prendre ces projets de loi? Nous avons relevé les risques de conflit et chevauchement des compétences avec les autres juridictions qui existent. Alors, sur ce point, il faut noter que lorsque nous parlons de chevauchement des compétences, parce que vous allez constater plus tard, dans l'article 7 de ce projet de loi, où il y a une catégorie de personnes que ce projet de loi est en train d'exclure, qui ne peuvent pas être poursuivis parce qu'ils sont bénéficiaires des immunités, n'est-ce pas, des poursuites. Donc, ça signifie qu'au-delà du fait que ces tribunaux soient compétents pour juger toute forme de cette criminalité en col blanc, mais il y a d'autres personnes qui échappent à sa compétence. Donc, le rang du tribunal, les institutions existantes, vous avez les cas, par exemple, de la CNRF, qui travaille effectivement dans le même secteur de blanchiment, par exemple, et le financement du terrorisme. Vous avez l'IGF qui intervient avec son contrôle a priori, concomitant et a posteriori. Vous avez les cas de la cellule KLCC qui s'occupe de la lutte contre la corruption et l'impact socio-économique de ces projets de loi. Abordons la question de la compétence de ces tribunaux. Nous sommes à l'article 7. Nous pouvons tous lire. Ces projets de loi dit ceci. Sous réserve du régime des privilèges des juridictions et des immunités de poursuite, prévus aux articles 107, 153, 163 et 164 de la Constitution, le tribunal pénal économique et financier est exclusivement compétent à l'égard de toute personne, publique ou privée, qui est reconnue coupable
d'une des infractions énumérées à l'article 6 de la présente loi. Le tribunal pénal économique et financier est exclusivement compétent à l'égard de tout bénéficiaire de privé de juridiction et des immunités de poursuite non visées par les articles 107, 153, 163 et 163 de la Constitution, reconnus coupables par de l'une des infractions énumérées à l'article 5 de la présente loi. Qu'est-ce que nous relevons dans cet article? D'abord, il y a un problème de formulation. On vous dit qui est reconnu coupable d'une de ces infractions. Alors, nous savons tous que dans la phase préjudicielle, lorsque vous êtes poursuivi ou suspecté, vous êtes encore présumé innocent. Donc, déjà, l'article 19 de la Constitution est blessé par le fait que cet article ne respecte pas la présomption d'innocence. Seul le tribunal peut déclarer une personne coupable. Deuxièmement, lorsqu'on parle sous réserve du régime des privés de justice et des immunités de poursuites prévues aux articles 107, 153, 163 et 163 de la Constitution, effectivement, ce sont les personnes qui gèrent la chose publique, qui peuvent détourner les fonds. Mais ce tribunal n'est pas compétent pour les juger. Ça signifie qu'il y a un problème. Comment un tribunal qui est spécial pour réprimer une forme de criminalité précise, mais s'exclut, n'est-ce pas, ou écarte les personnes, les vraies personnes qui peuvent facilement détourner les fonds. Parce que lorsqu'on parle de l'article 107 de la Constitution, c'est la disposition qui consacre les immunités parlementaires. Et vous le savez dans notre pays, ce qui se passe, lorsque vous avez été ministre, vous avez été DG d'une entreprise, à la fin vous vous battez pour être élu député national ou sénateur. Et automatiquement, vous êtes couvert par les immunités. Les actes que vous avez eu à poser, n'est-ce pas, dans le passé, lorsqu'on vous poursuit, non, je suis bénéficiaire des immunités. Donc, dans le cas d'espèce, ce tribunal ne saura pas juger ces personnes. Ça signifie que c'est un tribunal qui sera peut-être, ou qui va être institué pour les communs des mortels. Alors que nous le savons tous que vous et moi, nous ne gérons pas la chose publique. Donc, c'est un problème majeur. Et donc, nous interpellons aux honorables députés qui vont peut-être nous suivre de tenir compte de cette observation que nous estimons pertinente. Vous avez les chefs de l'État et le Premier ministre également qui peuvent détourner, mais qui ont leur juge naturel. Vous le connaissez, c'est la Cour constitutionnelle. Mais dans les cas d'espèce, on dit voilà, nous avons créé un tribunal spécial. Ce tribunal-là, c'est pour toute forme de criminalité en col blanc. Mais dans les cas d'espèce, ce tribunal ne saura pas les juger. Donc, nous estimons que ces tribunaux tels qu'institués ou ce projet de loi risquent d'être un carnaval de bonnes intentions. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous entendre à un résultat positif. Donc, vous avez là l'article 107. Pour ceux qui n'ont pas la Constitution dans les téléphones, vous allez lire ça au moment venu, 153, 163, 164, je passe. Donc, vous allez constater qu'effectivement, dans ce projet de loi, il n'y a aucune procédure ou compétence véritablement spécialisée. C'est juste une duplication des juridictions existantes sans innovation. Une spécialisation illusoire. Bien que présenté comme une innovation, le parquet économique et financier ainsi que les tribunaux attachés ne se distinguent ni par leur mode de saisine, ni par leurs compétences techniques, ni par leurs procédures dérogatoires. Ils ressemblent à une simple duplication des juridictions ordinaires, sans renforcement des capacités ni adaptation aux réalités économiques et financières complexes. Nous sommes un pays, comme le prof Farou l'avait soulevé tantôt, nous avons des réalités que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. C'est-à-dire que le détournement des deniers publics est devenu un crime organisé et banalisé. Tout est devenu normal dans notre pays. Vous avez aujourd'hui des Congolais qui sont extrêmement riches, mais ce n'est pas une richesse, ici par exemple d'un commerce, ou peut-être on va faire l'agriculture, mais ils ont détourné les fonds publics, les fonds destinés à l'État congolais. Et ils se tapent la poitrine d'être riches. Alors, lorsqu'on veut instituer un tel tribunal, on devra effectivement tenir compte
de toutes ces observations, c'est-à-dire adapter ces projets de loi à nos réalités. Donc ici, nous sommes dans ce qu'on appelle, en réalité, on est en train d'appliquer le droit pénal ou la loi pénale des autres, l'altérité personnelle. Relation ambiguë avec la Cour de cassation et la CNRF. Comme vous le savez, je l'avais soulevé tantôt, la CNRF est dans les secteurs, est en train de lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. Alors, dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la CNRF instruit son dossier ou interpelle une personne pour blanchiment d'argent, à la fin, il doit faire son rapport. Et le rapport de la CNRF est adressé au parquet général après la Cour de cassation, selon les cas. Dans les cas d'espèce, il se fait que la CNRF qui est dirigée par un premier avocat général après la Cour de cassation devra commencer à adresser ses rapports au parquet national financier et économique qui est géré par un procureur général, mais qui a les rangs de procureur général après la Cour d'appel. C'est une observation aussi importante que ce projet de loi n'a pas tenu compte lorsque il a été rédigé. Pas de procédure spéciale ni coordination interinstitutionnelle, pas de mécanisme clair de réparation de préjudice, l'oubli stratégique des obstacles procéduraux. Alors, il y a un autre point très majeur. Je vais ici ouvrir une parenthèse. L'unique fois que le chef de l'État est allé à Goma, il avait accordé une interview à la radio Top Congo. Et M. Christian Lusaka lui pose la question, quelle est votre impression par rapport aux différents procès contre les détourneurs qui sont organisés dans notre pays? Il dit oui, c'est une bonne chose. Mais je me pose la question, là c'est le chef de l'État, les fonds détournés, pourquoi ces fonds-là ne rentrent pas dans la caisse de l'État? Lorsque vous rentrez dans l'exposé des motifs de ces projets de loi, effectivement le gouvernement se pose cette question-là. Et donc, en mettant en place ce tribunal spécial, le gouvernement entend effectivement adopter des mécanismes pour pouvoir arriver à rétablir la victime dans ses droits. Et dans le cas d'espèce qui est la victime, c'est l'État congolais, lorsque les fonds sont détournés. Mais comment ces fonds-là seront restitués dans la caisse de l'État? Ces projets de loi n'en parlent pas. Et c'est suffisamment grave. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque vous êtes poursuivi pour détournement de deniers publics, les juges, après instruction, se rendent compte que les faits sont établis, vous êtes condamné à 20 ans de travaux forcés. Vous allez en prison, vous purgez votre peine, et à la fin, les juristes qui sont dans la salle, lorsque vous purgez la peine sans restituer le fonds détourné, qu'est-ce qui va se passer? Vous restez en prison ou vous allez quitter la prison? Vous avez la réponse. Vous allez donc quitter la prison parce que vous avez déjà exécuté votre peine de servitude pénale. Maintenant, la question qui se pose, les fonds détournés. Parce que les juges vous condamnent également à la restitution des fonds. Comment récupérer le fonds détourné? Ce projet de loi ne répond pas à la question. Et plus tard, nous allons vous montrer la proposition que nous faisons par rapport à ça. Et donc, nous considérons qu'effectivement, c'est un obstacle majeur. Pourquoi? Parce que la plupart de ces personnes-là qui sont poursuivies pour les détournements, vous savez, devant nos juges aujourd'hui, ils vont négocier des peines. Vous verrez quelqu'un qui a détourné 100 millions de dollars, il est condamné à 5 ans de prison au premier degré. En appel, on rabat la peine à 2 ans, et il fait 2 ans, il sort de la prison. Où sont les 100 millions? Porté disparu. Ce tribunal, effectivement, devait répondre à cette question. Malheureusement, aucun mécanisme n'a été proposé. Et donc, nous estimons qu'effectivement, c'est un problème très capital que les projets de loi ici devraient répondre. Et les juristes vous diront, oui, il a exécuté la peine de servitude pénale. Il doit sortir de la prison. Et les fonds détournés, on vous dira, les biens présents et à venir constituent les gages communs pour tous les créanciers. Oui, c'est bien. Et si ce monsieur-là évoquait son insolvabilité, qu'est-ce que vous allez faire? Le dossier va rester comme ça. Et un autre problème est celui de la confiscation, du régime de la confiscation.
Nous sommes sous le régime de la confiscation spéciale. En cas de détournement des deniers publics, les juges condamnent, ordonnent la confiscation des biens objets de l'infraction. Mais cette catégorie d'auteurs de cette forme de criminalité ont développé une intelligence parallèle lorsqu'ils détournent. Vous ne verrez aujourd'hui dans nos banques, aucun ministre n'a plus de 100 000 $ dans son compte. Ce sont des sommes dérisoires. Mais l'argent qu'ils détournent, ils mettent ça où? Ils procèdent par le blanchiment. Ils procèdent par les achats des biens immobiliers, de biens de valeur. Et ces biens-là ne sont jamais mis à leur nom. Ils font application de l'article 203 du Code civil livre 3 qui parle du prête-nom. Et donc, lorsque un bien est acheté au nom de l'enfant de X, qui est mineur, la loi portant protection de l'enfant vous dit vous ne pouvez pas vendre un bien appartenant à un mineur. Ce bien-là appartient à cet enfant-là. Et comme nous sommes sous le régime de la confiscation spéciale, le juge ne peut pas confisquer ces biens. Pourquoi? Parce que l'article 34 de la Constitution vous dit la propriété immobilière privée est sacrée. Donc c'est notre obstacle majeur. Et du coup, on condamne les gens, on organise des procès, et à la fin, les gens sont condamnés. Aucun bien, aucune somme n'est recouvrée par l'État congolais. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles, n'est-ce pas, même au niveau de la loi. Et ces projets de loi devraient tenir compte de cela. C'est-à-dire, c'est de basculer vers la confiscation générale, comme c'est le cas pour le blanchiment d'argent. Par blanchiment, comme vous le savez, c'est de l'argent qui a une source délictuelle. Lorsque vous allez corrompre un juge, vous lui donnez de l'argent pour gagner un jugement. Les juges prennent cet argent, ils s'achètent un bien. C'est ça le blanchiment. C'est-à-dire que l'achat d'une maison, c'est une opération normale. Et c'est ça le blanchiment. Donc, il est allé blanchir cet argent-là. Les juges qui prennent l'argent de la corruption, qui achètent un véhicule, ils commettent le blanchiment. Je pense que sous cap, là où vous vous posez la question, donc tout ce qui se passe devant nos cours et tribunaux, le blanchiment, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il y a la corruption. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils vont le blanchir. Et on appelle ça blanchiment d'opportunité. Et donc, ces projets de loi devaient également tenir compte de la victime qui est l'État congolais. C'est le plus essentiel. C'est tout ce que nous nous attendons. On vous parle du projet forage, lampadaire. Les gens ont détourné l'argent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans la caisse de l'État, on a décaissé le fonds. Mais sur le terrain, rien n'a été fait. Les auteurs doivent répondre. Alors, lorsque vous arrivez peut-être à poursuivre ces gens-là, vous trouverez que dans leur compte, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas de biens immobiliers à leur nom, mais leurs enfants ont des biens. Mais aujourd'hui, dans les cas d'espèce, vous ne pouvez pas saisir ces biens-là parce que c'est au nom d'une autre personne. Mais si les juges, plutôt, si ces projets de loi pouvaient consacrer la confiscation générale, les juges pénals qui est actif, lorsqu'ils constatent qu'effectivement, cet enfant qui a 12 ans, qui se retrouve avec un appartement derrière Sozacom, qui ne travaille pas, c'est l'enfant de X qui est poursuivi pour le détournement, les juges peuvent redonner la confiscation de ces biens. Parce qu'effectivement, la source, cet enfant-là ne travaille pas. Donc, c'est-à-dire, les juges peuvent constater que cet argent vient d'ici, n'est-ce pas, de ces détournements des deniers publics. Donc là, je vais répondre à la question de la victime qui est l'État congolais, le régime général, le régime de la confiscation spéciale qui devrait basculer vers la confiscation générale. Nous avons répondu à ça. Maintenant, après avoir analysé la question, nous disons ces projets de loi devaient tenir compte des modes alternatifs de règlement de ce genre de crimes. Parce que la criminalité en col blanc, c'est une criminalité non violente. Je m'excuse. C'est une criminalité non violente. Sous d'autres cieux, c'est une criminalité qui fait l'objet de médiation pénale. En France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, il y a des chambres de médiation. Alors, nous proposons dans les cas d'espèce, dans ces projets de loi, qu'on devrait intégrer auprès du parquet national financier et économique des chambres de médiation.
Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous êtes poursuivi pour l'une des infractions, n'est-ce pas, relevant de la compétence du tribunal pénal économique et financier, les parquets qui vous poursuivent, après avoir instruit les dossiers, conclu sur une instruction à charge, vous présentent les évidences. Monsieur Ouazouma, voilà, les preuves sont là. Effectivement, vous avez détourné de l'argent. Le monsieur peut passer aux aveux. On prend les dossiers, on les transmet dans la chambre des médiations. Il y a un médiateur qui intervient. Le médiateur n'impose pas son avis. Il propose des solutions. Et, effectivement, quelqu'un peut se dire, bah, au lieu d'aller faire 20 ans en prison, pourquoi pas peut-être négocier, restituer les fonds de l'État, et le dossier est classé pour inopportunité de poursuite. À ce moment-là, qui sort gagnant? C'est l'État congolais qui était victime de ces fonds. Rappelez-vous lors du procès 100 jours. Il y a un directeur général d'une banque de la place qui avait été arrêté pour blanchiment d'argent. Après instruction, le monsieur a payé 37 millions de dollars. Si vous allez sur Google, tapez seulement procès 100 jours, arrestation DG tel, je vais me réserver par rapport au nom, et vous verrez que ces informations-là existent. Et le ministre de l'époque de la justice, Tunda Waka, n'est passé sur Top Congo pour dire, depuis que ce pays est indépendant, c'est pour la première fois que les fonds détournés ont été restitués. Voilà un mode de règlement des conflits. La médiation est rapide et permet même aux antagonistes de faire la paix. Donc, nous proposons la médiation pénale. Qu'on puisse intégrer cela devant le parquet. Et lorsque la partie poursuivie reconnaît les faits, accepte de négocier, les fonds sont restitués et les dossiers classés pour une hypothèse de poursuite, finit l'affaire. Et c'est l'État qui sort gagnant. Mais avant d'en arriver là, nous ne disons pas que, effectivement, on doit mettre de côté les codes pénals et adopter la médiation. Non! Parce que cette personne peut refuser. Et le médiateur ne va rien imposer. Mais avant d'en arriver là, il faut effectivement renforcer les codes pénals. Renforcer le code pénal. Nous décrions aujourd'hui tous la corruption. Les magistrats qui vont travailler devant ces tribunaux, ce ne sont pas des extraterrestres. Donc, en renforçant le code pénal, en quoi faisons? C'est-à-dire que on devait revoir la peine qui est prévue pour les détournements des deniers publics. C'est 20 ans de travaux forcés à la peine à perpétuité. Qui va accepter d'aller passer toute sa vie en prison parce qu'il a détourné l'argent, au moment où il peut restituer ces fonds-là et puis continuer sa vie à faire autre chose. Je pense que vous serez devant un fait accompli et la personne sera tentée de négocier. C'est de rendre cette forme de criminalité imprescriptible. Pourquoi? Vous avez aujourd'hui des hommes forts dans un régime qui peuvent détourner l'argent. Au même moment, ils sont défendus. C'est un bon père de famille. Mais qui va encore les poursuivre? Qui aura le courage de poursuivre un tel monsieur parce qu'il a été défendu? Il est très fort financièrement. Alors, imaginez-vous que plus tard, le régime change. Si le crime a été imprescriptible, il peut être poursuivi. Donc, vous avez l'imprescriptibilité de cette forme de criminalité, la peine de 20 ans de travaux forcés à la peine à perpétuité, c'est de basculer vers le régime de la confiscation générale. Devant ces évidences, lorsque vous êtes poursuivi, vous allez vous dire, soit je risque de perdre tout mon patrimoine, de passer toute ma vie en prison, vaut mieux négocier. Ce sont des contraintes légales que ce projet de loi devait tenir compte. Enfin, n'est-ce pas, d'espérer peut-être un changement. Parce que ce qui se passe dans les cas d'espèce,
c'est que ce projet de loi n'a fait que reprendre les dispositions qui existent dans les codes pénals. On a récupéré ça et on appelle ça un tribunal spécial. En fait, nous ne sommes pas en face d'un tribunal spécial. Ce sont les mêmes attributions qui sont aujourd'hui exercées par nos tribunaux qui existent. Et donc, il était important, en instituant ces projets, soit ces tribunaux, qu'on puisse innover. Il n'y a aucune innovation dans les cas d'espèce. Deuxièmement, c'est de rendre les immunités inopérantes. La qualité officielle inopérante en cas de la criminalité en col blanc. Ça signifie que lorsque le procureur général décide de poursuivre le professeur Sam Yakous parce qu'il a détourné le fonds, il n'a pas besoin de savoir, le professeur est devenu député, il faut saisir l'Assemblée nationale. Vous avez suivi, ça fait même pas une semaine. Le procureur général souhaitait la levée des immunités ou l'autorisation de poursuite contre un député national et la demande a été rejetée. Et ce dossier va rester comme ça. Rappelez-vous à l'époque du procureur général Kabangé, qui poursuivait l'ancien gouverneur du Congo central pour détournement. L'Assemblée provinciale avait rejeté la demande et le monsieur n'a jamais été poursuivi. Ah donc, nous proposons que dans les cas d'espèce, qu'il faille procéder par les caractères inopérants des immunités et des privilèges en cas de cette forme de criminalité. La confiscation générale, je l'ai déjà abordé, l'imprescriptibilité de cette forme de criminalité. Mais dans tout ça, vous avez vu qu'il y a beaucoup de contraintes et elles sont conditionnelles. Les immunités sont prévues par la Constitution. Lorsque vous prenez un projet de loi pour remettre en cause ces immunités-là, automatiquement, la loi devient inconditionnelle. Donc, pour nous, nous estimons qu'il faut, avant la mise en place de ces tribunaux, qu'il faille d'abord commencer par la révision constitutionnelle de certaines dispositions de la Constitution, afin que ces tribunaux soient mis en place. Donc, je parle ici des réformes que je considère plus politiques que techniques, manque de spécialisation et de coordination, nécessité d'une réforme structurelle pour une vraie justice économique et financière, la création du parquet économique et financier ainsi que le tribunal y attaché dans leur forme actuelle constitue une réponse politique mais non technique à la question de la criminalité économique. En réalité, ce projet, plutôt que d'innover, crée un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes institutionnels aussi, entre les compétences reconnues aux institutions judiciaires qui existent déjà. Vous estimez que l'État congolais est le plus grand oublié par rapport à ce qu'on peut qualifier, ça peut paraître fort, hein, d'une farce législative, d'un vernis dans l'espace législatif congolais pour donner l'impression d'avoir proposé une réponse efficace à cette criminalité économique qui est récurrente, évidemment, criminalité en col blanc, récurrente, et qui aggrave la pauvreté et le sous-développement de la RDC. Vous estimez que l'État congolais est le plus grand oublié, vous estimez que les obstacles juridiques aux poursuites demeurent. D'une part, de durcir la réponse pénale en rendant ces infractions imprescriptibles, d'une part, en organisant plutôt la peine de servitude pénale à perpétuité, en consacrant la confiscation générale de biens, en rendant la qualité officielle inopérante et en excluant un certain nombre de mécanismes comme la libération conditionnelle, la grâce, etc. D'autre part, vous proposez une médiation pénale financière préalable au niveau du parquet national, de sorte que les poursuites ne pourront avoir lieu que si cette médiation
échoue. Votre proposition ou vos propositions peuvent paraître réalistes? Je réponds au nom d'Eli Wazuma. Ma question est la suivante. Au début de son exposé, Maître Carlos a parlé de la mise en place d'un dispositif adapté pour la protection des témoins ainsi que des renseignants. Parce que nous sommes face à des crimes des hautes personnalités qui sont capables de tout en cas de dénonciation. Quels sont ces modes-là de protection des témoins et des renseignants prévus par la loi? Je donne un exemple. Par exemple, dans le statut de la Cour pénale internationale, les témoins ne sont pas identifiés. Les témoins, on les identifie plutôt avec des lettres alphabétiques. Mais dans ces projets de loi, quels sont les mécanismes qui sont prévus par les législateurs pour protéger ces témoins-là? Merci beaucoup, monsieur le professeur, de l'accord de la parole. Je voudrais aussi remercier monsieur Carlos pour ce séminaire, car c'était vraiment très édifiant et aussi très scientifique pour nous aussi étudiants. Je suis monsieur Volonté Moukassa, étudiant en dernière année de droit, en droit pénal et criminologie. Ma question est liée à la confiscation. Vous avez dit, vous proposez une confiscation générale au lieu et place de la confiscation spéciale. Vous ne pensez pas que, en faisant cette confiscation générale, l'on risque de tomber d'une série de confiscations abusives? Si vous dites non, quelles précautions ou comment vous préconisez à ce que on ne puisse pas tomber devant la confiscation abusive? Telle est notre question. Merci beaucoup. Je suis Maître Léké, avocat, 17 ans de carrière jour pour jour. L'orateur a proposé une solution, donc plusieurs solutions, mais parmi lesquelles la médiation pénale. Ne pensez-vous pas que la médiation aussi, dans ce genre d'infractions, dans ce genre de crimes, présente aussi des grandes faiblesses? Parce que lorsque l'orateur a proposé la médiation, il a évoqué l'aveu. Il a donné un cas de figure où les présumés, les suspects, est entendu au parquet et passe aux aveux et on envoie le dossier dans une chambre de médiation. C'est pourquoi nous disons, ne pensez-vous pas que la médiation doit présenter aussi autant de faiblesses que tout ce que vous avez décrit par rapport au projet de loi et à la loi pénale? Pourquoi? Je donne un cas de figure. L'aveu, jadis, était la reine de preuve. Aujourd'hui, l'aveu est sujette à des critiques. Il faut des méthodes plus appropriées pour que l'aveu soit prise comme preuve. Vous êtes dans un cas de figure où celui qui gère les fonds détourne, mais fait porter le chapeau à son collaborateur qui est poursuivi par un parquet national et celui-là devant ce parquet accepte que c'est moi qui ai détourné. Alors que ce n'est pas lui qui a détourné, juste pour couvrir les vrais détourneurs. Suivant ces aveux-là, le parquet transfère les dossiers dans une chambre de médiation. Et, passez-moi l'expression, l'apparent du détourneur continue à accepter et la médiation fait son travail. Voilà que la médiation aussi présente des faiblesses parce que le vrai détourneur est toujours à l'abri. Que pouvez-vous proposer en lieu et place de la médiation sur base des aveux? Nous avons dit. Maître Nyansi Malomba Priska, je suis avocate au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Ma question va dans le sens du mécanisme extrajudiciaire dont vous venez de parler, qui est la médiation. Et cette médiation, vous avez dit tantôt que c'est possible lorsque le dossier se trouve au niveau du parquet près les tribunaux économiques et financiers. Lorsque le dossier est arrivé, ou soit arrive plutôt, au niveau de ces parquets, c'est pour dire qu'il y a un crime qui est commis. Bien que la médiation soit faite,
et que par la suite, les criminels acceptent de restituer le fonds tel que détourné. Ça, c'est juste un exemple. Et il restitue, mais étant donné qu'il bénéficie des privilèges, des juridictions, des immunités et tout ça là, donc c'est pour dire qu'il reste toujours en fonction, alors qu'il n'est plus crédible, d'autant plus qu'il a posé un acte qui va dans le sens contraire à la loi. Ma question est celle-ci. Je ne sais pas si la loi prévoit ça, ou soit qu'est-ce que vous pouvez préconiser par rapport au sort de fonction d'un tel criminel? Comme vous le savez, que l'instruction préjudicielle est d'abord secrète. Malheureusement, chez nous au pays, lorsque quelqu'un est convoqué, le média en parle déjà, en violation manifeste de sa présomption d'innocence. Dans la logique des choses, lorsque le dossier est dans la phase préjudicielle, tout devrait se faire, n'est-ce pas, comme vous le savez, de manière secrète, afin de protéger même l'identité, même la personne qui est poursuivie. Parce que le parquet, lorsqu'il vous poursuit, vous n'êtes pas encore déclaré coupable. En droit, nous disons que c'est un présumé innocent. Mais les criminologues vous diront que vous êtes en face des faits problématiques qui doivent être qualifiés par les juges. En d'autres termes, tant que le juge n'est pas encore saisi de la question, le crime ou l'infraction n'est pas encore établi. Alors, malheureusement, les projets de loi annoncent, n'est-ce pas, les dispositifs adaptés pour protéger les renseignements et les témoins, mais sans pourtant les spécifier. Mais je pense que effectivement, dans la pratique, vous savez, lorsque la loi n'a rien prévu, il y a des pratiques peut-être qui peuvent être considérées comme jurisprudence. On va se référer aux pratiques existantes, quand même nous savons tous que dans notre droit positif congolais, les témoins comparaient et ils déclarent ce qu'il a vécu. Qui est d'abord témoin? Les témoins, c'est la personne qui a vécu le fait, qui les a entendus et qui vient dire au juge tout ce qu'il a eu à vécu. Donc voilà. Mais dans les cas d'espèce, effectivement, la question est pertinente parce que vous êtes en face des hommes forts financièrement qui peuvent vous régler les comptes. Et je pense qu'ils vont tenir compte de cela, comme la loi est encore au niveau de l'Assemblée nationale, peut-être s'inspirer du mode de la CPI. Monsieur Moukassa Volonté, votre question est relative à la confiscation générale. Vous voulez savoir, est-ce que le fait de tomber sous la confiscation générale, est-ce qu'il n'y aura pas d'abus? Oui, effectivement, les choses doivent être encadrées, bien entendu. Je l'avais dit dans mon exposé que lorsque les criminels opèrent dans ces secteurs, ils procèdent par des prête-noms. Prête-nom, c'est prévu par la loi. Ce n'est pas un délit ou une infraction. Le prête-nom est prévu par l'article 203 du Code civil livre 3. Donc, c'est-à-dire pour des raisons personnelles, vous ne voulez pas apparaître dans une transaction et une autre personne, n'est-ce pas, prête son nom. Et dans les cas d'espèce, qu'est-ce qui se passe? La plupart de ces gens, lorsqu'ils détournent les fonds, ils évitent de mettre le bien à leur nom, sachant bien que en cas d'infraction, en cas de poursuite, ces biens-là seront saisis. C'est pourquoi ils procèdent par prête-nom. Et vous verrez un enfant d'un ministre qui est poursuivi pour détournement est propriétaire d'un immeuble à la Gombe qui coûterait des millions de dollars. Mais vous, en tant que juge, vous allez vous poser la question, mais comment les savoir? Voilà, c'est ça la question. C'est pourquoi nous avons proposé la contribution des conservateurs des titres immobiliers. Parce qu'effectivement, c'est déjà à la base, à ce niveau-là, que les informations sont données. Nos enfants portent toujours nos noms. Donc, on peut facilement comprendre que voilà,
c'est le ministre Ouazzouma, ministre de l'Industrie. Son fils s'appelle Ouazzouma Eli. Automatiquement, l'immeuble est là. Il ne pouvait pas acheter ça parce qu'il ne travaille nulle part. C'est déjà une information qui peut être, n'est-ce pas, communiquée au procureur général près les tribunaux pénal, économique et financier. Et donc, lorsque vous tombez dans l'abus, je pense que la personne va se plaindre. Mais non, il faut que seulement les choses soient bien encadrées pour arriver, n'est-ce pas, à éviter tout ce qui est abus. Maître Elvis pense que la médiation présente quelques faiblesses. Alors, il faut que je précise quelque chose. Les médiateurs n'imposent pas son avis. Les médiateurs n'imposent pas une solution aux parties en conflit. Les médiateurs proposent des solutions et libre aux parties d'accepter ou d'entériner cela. La personne qui est poursuivie n'est pas obligée d'accepter la médiation. Mais nous avons estimé que, effectivement, si on peut instaurer une chambre de médiation au parquet, ça permet aux personnes poursuivies d'apprécier. Pourquoi? Parce qu'ils ont en face d'eux un code pénal bien renforcé, où vous courez la peine à perpétuité. Vous risquez également la confiscation générale de vos biens. Et le choix est clair. Et là, ce n'est pas seulement l'aveu. Les évidences, vous pouvez en trouver dans des pièces, dans des documents. Donc, dans les cas d'espèce, pour nous, nous estimons, peu importe la forme, vous pouvez appeler ça négociation, arrangement ou médiation, pourvu que la victime, qui est l'État, soit rétablie dans ses droits. Et il y a des cas précédents, je vous l'ai dit, lors du procès 100 jours. Il y a quelqu'un qui a payé 37 millions de dollars dans la caisse de l'État. Mais vous ne posez pas la question pourquoi les poursuites sont arrêtées. Le dossier a été classé pour inopportunité de poursuite. Donc c'est libre à la personne qui est poursuivie d'accepter cette solution-là. Mais dans les cas d'espèce, je dis que ce projet de loi n'a pas tenu compte de modes alternatifs à cela. Ce qui est encore grave. Ils disent, je crois qu'il y a une disposition là, je ne l'ai pas en tête, que même si la personne peut accepter de restituer le fonds, cela est à l'appréciation du ministère public. Et vous le savez tous, que lorsque la partie civile est désintéressée, l'ordre public a été troublé, le ministère public n'est pas tenu à ça, aux intérêts, ce sont des intérêts civils, donc l'action publique peut continuer. Et dites-moi, qui peut prendre ce courage-là? Il sait bien que voilà, même si j'ai restitué le fonds, on va continuer à me poursuivre. Bon, soyons conséquents. Mais puisque vous acceptez la médiation, déjà lorsque vous lisez la loi, lorsque vous êtes déclaré coupable, vous ne pouvez plus accéder dans certaines fonctions politiques. C'est parmi les conditions qui sont prévues. Vous perdez même votre droit d'être élu. Et donc, ce projet également devrait renforcer des choses à ce niveau-là. C'est pas dire que voilà, vous avez négocié. D'ailleurs, lorsque vous êtes ministre, comme vous l'avez dit, lorsque les poursuites sont autorisées, dans le cas par exemple du ministre que nous connaissons, il est tenu de démissionner. Donc, vous n'êtes plus en fonction. Ce n'est pas un cadeau que nous, voilà, vous êtes en fonction, vous avez négocié, vous avez restitué les fonds et vous continuez à travailler. Non. Donc, voilà un peu. Je pense que j'ai tenté de répondre à vos questions. Face à la criminalité économique financière, c'est parce que effectivement, vous allez vous rendre compte que dans l'exposé des motifs de ces projets de loi, le gouvernement est revenu sur le fait que à chaque fois qu'il y a détournement, les fonds dissipés ne sont jamais restitués dans la caisse de l'État. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la loi, dans les cas d'espèce, prévoit la peine des servitudes pénales, la confiscation et j'en passe. Au regard de ce que prévoit la loi à ce jour, il y a des méthodes qui sont développées
tendant effectivement à permettre à ces gens-là de ne pas restituer les fonds détournés. Alors, nous avons le choix. Soit, c'est de continuer à condamner ces personnes, sachant bien que sur le terrain, nous sommes en face d'une réalité telle qu'ils sont condamnés à de peines dérisoires, ils ne traînent pas en prison. Après avoir exécuté la peine, ils quittent la prison sans restituer le fonds. Alors, qu'est-ce que le peuple gagne? Nous gagnons le fait qu'il a fait quelques jours en prison, ou bien l'État doit récupérer les fonds détournés. C'est un problème de choix. Alors, donc, moi, je pense que la proposition ici est pragmatique. C'est-à-dire que, devant les parquets, après instruction du dossier, le procureur se rend compte que les faits sont établis. N'oubliez pas que l'instruction au parquet est menée à charge et à décharge. Mais lorsque les faits sont établis, nous estimons que le dossier peut être transmis dans la chambre de médiation. Et je profite pour répondre directement au président Bangama. Le médiateur doit être un expert en médiation. C'est une personne tierce, une personne neutre qui vient proposer des solutions. Alors, vous le savez, vous et moi, qu'aujourd'hui, lorsque les parquets poursuivent quelqu'un, par exemple, pour abus de confiance, escroquerie, un compromis est trouvé entre les protagonistes. Les parquets peuvent classer les dossiers pour une hypothèse de poursuite. Le procureur est là. Le procureur, sauf, je pense qu'il ne va pas me concrétiser. Ça dépend, on apprécie le fait. On s'est dit, bon, écoutez, pourquoi continuer avec les poursuites dès lors que la victime a été rétablie dans ses droits? Voilà. Donc, les faiblesses, oui. Là, je comprends que vous êtes dans la peau d'un positiviste, un juriste pénaliste. Parce que pour vous, vous estimez qu'effectivement, tout doit être résolu par la prison, par la répression. Mais essayons d'adapter les choses par rapport aux réalités sur le terrain. Les prisons sont pleines aujourd'hui. Ces gens-là qui détournent l'argent, ils vont en prison. L'État doit encore les nourrir davantage. Lorsqu'ils tombent malades, il faut les soigner. Qui gagne et qui perd. Donc voilà, c'est une solution qu'ils sont en train de proposer. Et nous pouvons en débattre pour que du choc des idées jaillisse la lumière. Le procureur Youssouf a fait des observations. Merci pour votre intervention, pro. Le procureur Bangama a proposé la question, je crois bien, d'inclure une sanction de l'inéligibilité. Oui, je suis également de cet avis. Parce que non seulement on peut vous interdire également à ne plus accéder à certaines fonctions étatiques, ça permet effectivement aux partis, disons, aux prévenus, de se sentir effectivement coincés parce que la paix, elle est aussi pédagogique. Donc, je crois avoir répondu à vos questions de manière aussi rapide. Christian n'a pas posé sa question, je suis désolé, peut-être il va revenir. Alors, je salue d'abord brièvement l'exposé de Maître Carlos. Vous nous avez parlé, vous nous avez dit que la solution majeure que vous proposez, c'est la médiation pénale. Mais j'aimerais que vous puissiez nous dire le sort que vous réservez aux médiateurs qui eux-mêmes proposent la médiation à l'incriminé, mais qui en retour ne versent pas l'argent détourné au trésor public. Je dis grâce. Et salut d'abord l'intervention brillante de Maître Carlos. Je suis Maître Serge Kamunga, je suis avocat au barreau du Kouilou. Bon, il s'agit bien de l'enrichissement, je crois, illicite. Monsieur Carlos a épinglé la corruption, la concussion, mais j'aurais aimé qu'il puisse aussi ajouter la rétrocommission, puisque, à ce que je sache, la rétrocommission, c'est aussi un enrichissement illicite. Maintenant, ma question est celle-ci, puisque les autres personnalités nommées par ordonnance, puisqu'il s'agit d'elles, je voudrais savoir si ces dernières s'enrichiraient par rétrocommission. Les dits tribunaux seraient compétents pour les attendre? J'ai dit.
Merci beaucoup pour la parole, monsieur le professeur et cher aîné. Je voudrais d'abord féliciter Maître Carlos Ngwapiti Ngwamashi, chers amis et collègues. Moi, c'est Sam Yakusu, à la fois professeur et avocat. J'ai suivi l'exposé, je suis très content et satisfait, mais j'ai beaucoup d'inquiétudes que je voudrais relever ici. J'en ai au moins 10, mais je prendrai 3. D'abord, par rapport à la médiation pénale, Maître Carlos, il y a tellement d'inquiétudes. D'abord, ce médiateur sera pris sur base de quels critères? Qui va les payer? Parce qu'il ne va pas travailler gratuitement. Et puis d'aider, la médiation pénale ne viole-t-il pas? La médiation pénale ne viole-t-elle pas beaucoup de principes du droit pénal? Il y a trop d'inquiétudes. Mais là, vous pouvez ne pas répondre. Mais voici maintenant mes 3 inquiétudes que j'ai choisies parmi les 10. Premièrement, je voudrais qu'on en débatte un peu sur l'indépendance des parquets financiers ou économiques. Il y a les principes de séparation des pouvoirs. Est-ce que ces parquets-là bénéficieront également de l'indépendance ou ce sera un parquet vassal du pouvoir exécutif? L'autre question, c'est par rapport au travail de ces parquets. Est-ce qu'il y aura possibilité qu'on puisse évaluer leur performance? Est-ce qu'on peut envisager un audit indépendant pour évaluer leur indépendance? Parce qu'au Congo, nous les connaissons au moins. Nous connaissons la cupidité performance, leur performance. Nous connaissons au moins au Congo la cupidité de plusieurs acteurs, que ce soit judiciaire, que ce soit politique. Est-ce que ça ne sera pas un parquet inféodé aux pressions politiques? Ne vont-ils pas se soumettre à la cupidité également des acteurs économiques? Donc, il y a d'inquiétude par rapport à leur efficacité et leur performance. Troisièmement, c'est par rapport aux lanceurs d'alerte. Il y a un collègue qui a parlé ici des témoins. Moi, je voudrais plutôt parler des lanceurs d'alerte. Il y a des gens qui, déjà la télévision ou si TikTok vous condamnent, je dirais même par défaut. Ils sont à la fois juges, experts. Dans notre monde, à la culture, on les appelle les gnosologues. Ils connaissent tout, sur tout le monde. Demain, vous êtes acquitté, par exemple, on prouve que vous n'avez rien fait. Leur sort, c'est comment? Vous pouvez les accuser pour diffamation? Bon, si c'est qu'ils disent est vrai, comment les protéger également? Parce que les alertes sont importantes, quand c'est vrai, quand c'est avéré, mais des fois, c'est un acharnement. Parce qu'au Congo, un politicien peut payer des journalistes, des médias en ligne pour vous salir. Ça, vous le savez. Voici les trois inquiétudes par rapport aux 10 que j'avais, mais pour les restes, on peut débattre au couloir. Merci beaucoup. J'ai juste une question que je pose par rapport à la médiation. Le nom c'est Laurent Chipamba. Ce n'est plus avocat. Laurent Chipamba. Assez avocat. La médiation pénale. Est-ce le mimétisme pénal ou une création congolaise? Au cas où c'est un mimétisme, quelle est la particularité en droit congolais par rapport aux droits comparés dans lesquels la médiation est déjà d'application? Merci. La question, c'est de Maître Grace, qui s'est présenté comme avocate au sein du cabinet Ngwapiti. Alors, elle veut savoir, je propose la médiation comme une solution majeure. Quel serait le sort du médiateur qui propose ces solutions, alors qu'à la fin, les criminels n'ont pas restitué les fonds? Alors, je pense qu'il n'y a aucune conséquence par rapport au médiateur parce que je l'avais dit dans mon exposé que le médiateur, c'est une personne neutre qui propose ses solutions et il n'impose pas ses solutions aux protagonistes. Déjà, avant que les dossiers ne soient classés, il faut que les fonds
dissipé, soit restitué. Et puis, peut-être ça peut être sanctionné par, à ce moment, l'espèce transactionnelle. Alors, dans les cas d'espèce, je pense que le parquet devra prendre tous les soins possibles lorsque la personne poursuivie accepte la proposition faite par les médiateurs afin de clôturer ces dossiers. Donc, en ce qui concerne les médiateurs, ils proposent des solutions, c'est à prendre ou à laisser. Parce qu'en fait, ils n'imposent pas son point de vue. Maître Serge Kamunga veut savoir si on peut également intégrer la rétrocommission dans ces projets de loi. Alors, je me rappelle de la polémique qu'il y avait eu autour de la rétrocommission. On estime que ce n'est pas une infraction prévue en droit positif congolais. Mais lorsque vous analysez les éléments qui concourent plutôt la rétrocommission, vous allez trouver qu'il y a des faits pénaux, il y a des faits problématiques qui peuvent être qualifiés en infraction. Les personnes qui sont revêtues ou qui sont bénéficiaires des immunités et privilèges de poursuite, vous avez vu que dans l'article 7 que j'ai exposé ici, elles sont exclues. Elles ne relèvent pas de ces tribunaux pénal économique et financier. Donc, ce tribunal n'est pas leur juge naturel. Donc, si ce projet de loi arrive à être adopté par les deux chambres du Parlement et que les chefs de l'État promulguent ce projet de loi avec cette loi dans ses formats actuels, sachez très bien que les ministres nationaux, les ministres provinciaux, les députés nationaux, les gouverneurs ne seront pas poursuivis par ces tribunaux parce que leur juge naturel va rester la Cour de cassation. Donc le problème ne sera pas en fait résolu. Nous avons tous intérêt, nous qui avons suivi cet exposé, de pouvoir faire passer les messages auprès de nos députés que nous avons élus pour que les choses soient peut-être améliorées. Par quels critères ce médiateur sera désigné? Je pense que dans des chambres de médiation, je ne vais pas parler ici des juges assesseurs devant les tribunaux de commerce. Les médiateurs, ce sont des experts en fait en médiation qui peuvent être consultés à tout moment. Ils peuvent être des consultants ou soit liés, peut-être ils peuvent être nommés par... les personnes qui doivent être nommées sont des experts indépendants. Mais on recourt à leur service. Bien sûr, à la fin, ils doivent peut-être adresser des notes d'honoraires. Donc, ce sont des personnalités indépendantes, expertes en médiation, qui viennent maintenant travailler, qui sont consultés par les parquets. Les parquets font recours à ces experts-là. Comme vous le savez, en matière pénale, on recourt aux médecins légistes, on recourt à la police scientifique, lorsque le juge peut-être se retrouve être bloqué. Mais dans les cas d'espèce, un médiateur peut être consulté pour qu'il puisse proposer ses solutions. L'indépendance du parquet national financier et économique. Là, vous avez rêvé quelque chose en moi. En fait, dès le départ, lorsque j'ai lié ce projet de loi, vous allez vous rendre compte que ces parquets et ces tribunaux seront sous les mamelles du CSM, Conseil supérieur de la magistrature. Je l'ai toujours dit depuis très longtemps qu'aujourd'hui, si nous sommes en train de critiquer notre justice, le CSM a une part de responsabilité importante. Les favoritismes, imaginez-vous que depuis que l'actuel président de la République est en fonction, nous n'avons connu que 4 magistrats révoqués. Alors que nous décrions les actes de magistrats tous les jours. Le CSM, c'est le juge disciplinaire des magistrats. Mais combien de magistrats sont sanctionnés? Alors, prendre ces parquets et ces tribunaux, le mettre sous le mamelle de la hiérarchie, c'est-à-dire, il n'y aura pas de solution. Parce qu'à tout moment, ils vont continuer à donner des injonctions. Les interférences vont continuer. Je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, ces parquets, au-delà du fait que les parquets aujourd'hui, conformément à la Constitution, relèvent du pouvoir exécutif. Donc, ils ne sont pas indépendants comme le juge. Ces parquets et ces tribunaux devraient être indépendants. Mais n'oublions pas encore une autre chose, professeur. Qui va nommer ces magistrats? C'est l'exécutif. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils seront toujours dépendants. L'indépendance, en fait, reste théorique, mais sur le plan pratique, il y a toujours d'autres réalités que nous connaissons. Mais ça dépend d'un acteur à un autre. Parce que moi, je ne me vois pas un homme, un juge,
devant ce tribunal, bien que je vais refuser, et qu'on me donne un ordre, je ne veux pas, que ce soit un ordre légal. Parce que la Constitution me protège de ne pas exécuter les ordres manifestement illégaux. Mais malheureusement, dans les formats actuels, ce sont des magistrats, des carrières au fait, qui vont dépendre en réalité du pouvoir exécutif, du CSM, donc l'histoire de la hiérarchie va revenir. L'évaluation de leur performance, oui, effectivement, je pense que c'est très important. Ça peut être inséré effectivement dans ce projet de loi pour que ces gens se sentent redevables. Maître Chipamba, en fait, la médiation ici, je l'avais dit parce que vous êtes venu en retard, et lorsque vous me suivez en route, vous étiez en train de déranger, vous n'avez pas bien suivi. La médiation est déjà appliquée sous d'autres ici. Lorsque vous allez en France, au Canada, et je vous informe que dans le cadre de notre école, les profs m'avaient recommandé pour participer à une conférence au niveau du Brésil. Nous avons assisté à un témoignage, la cour d'assises, je crois bien d'Anvers, qui avait accepté la médiation pénale dans un cas d'assassinat. Mais si c'est chez nous ici, ça sera suffisamment grave. Donc on a tué quelqu'un, la famille de la victime dit mais écoutez, ce monsieur tel qu'il est là, il a 10 enfants. Si vous devez l'envoyer en prison, qu'est-ce que nous allons gagner? Il a déjà tué notre frère. Et ils ont trouvé un arrangement à l'amiable. Le monsieur a dédommagé la famille et la cour a entériné la médiation. Cette médiation. Donc voilà, ce n'est pas une création congolaise, ça existe déjà sous d'autres dossiers, c'est question de s'inspirer parce que nous estimons qu'il faut trouver des solutions alternatives à la justice pénale aujourd'hui qui apparaît inefficace. Mais aussi, je vais démontrer ici que il ne s'agit pas de mettre de côté le code pénal. Non, il faut renforcer les codes pénals. Je parlais de la peine à perpétuité pour les cas de la criminalité en col blanc. Que la peine passe de 20 ans de travaux forcés à la peine à perpétuité. Que cette forme de criminalité devienne imprescriptible. Effectivement, vous voyez que quelqu'un qui est en face d'un tel fait va réfléchir 2 fois. D'ajouter la confiscation générale. De quitter la confiscation spéciale à la confiscation générale. Donc voilà un peu. C'est juste une proposition. Donc libre aux scientifiques de réfléchir davantage. Je voudrais vous suggérer de faire un mémo à déposer au Parlement afin de transmettre à la commission chargée d'enrichir ce projet. En principe, la finalité de la répression en cette matière, c'est de dépouiller le criminel économique et financier de tous les produits du crime. Et la justice et la privation de liberté, ou mieux la servitude pénale, ne suffit pas. Le patrimoine du criminel doit souffrir. Voilà, merci beaucoup, dit-elle. Voilà. Et Maître Yannick était déjà intervenu, donc je ne lis plus ses commentaires. Il est 18h14 minutes. Nous avons dépassé des 14 minutes et je crois que nous avions commencé à 18h16, à 16h16 ou voilà 18. On est presque en train de consommer exactement 2 heures et la nuit est en train de tomber à l'extérieur. Je voudrais donc vous suggérer que nous mettions un terme à cette activité qui est vraiment très intéressante, évidemment. On dit que les bonnes choses ne durent pas, surtout parce que le temps est très jaloux. Et donc, je me permets, avec votre accord implicite, de remercier de manière conclusive Maître Carlos Ngwapiti pour cette réflexion. Je crois que c'est une réflexion très courageuse et c'est aussi le rôle de l'université à travers l'école de criminologie de créer un débat sur des projets législatifs pour un meilleur travail législatif qui soit profitable à la collectivité et à l'intérêt national. Je voudrais inviter Maître Carlos, comme l'a dit Madame Stella Nima, à faire une note technique qui peut être effectivement adressée aux autorités parlementaires, disons au président de l'Assemblée nationale,
pour l'inviter à reconsidérer le texte et à ne pas verser dans la précipitation gouvernementale pour que le pays tire un réel bénéfice de cette législation qui est très attendue, surtout par les gouvernés. Voilà. Donc, je remercie chacun de vous et chacune de vous, en ligne et en présentiel, d'avoir pu participer à cette activité. Et le Centre de criminologie et l'école de criminologie qui l'abrite sont honorés, ont été honorés de votre présence et de votre participation. C'est sur cette base que je demande donc à M. Carlos, évidemment, de dire un remerciement dernier à ceux qui l'ont entendu. Je dis merci aux participants. C'est que nous venons de faire ici, c'est un débat scientifique. Il va continuer effectivement dans toutes les plateformes, dans les couloirs, pourvu que notre voix soit entendue par les autorités du pays. Merci une fois de plus. Je pense que déjà chez nous, nous n'avons pas un tribunal pénal économique et financier qui existe. Et donc, vous allez, par exemple, en Côte d'Ivoire, ce tribunal existe, les parquets financiers aussi existent. Donc, c'est pas mauvais. Mais il est tout simplement question de pouvoir adapter, n'est-ce pas, nos dispositions aux réalités sur le terrain. Résoudre le vrai problème. Parce qu'en fait, ils n'ont fait que dupliquer les codes pénals qui existent déjà, avec ses insuffisances, avec les irrégularités que nous avons énumérées dans notre exposé. Donc, pour l'instant, si ce tribunal doit être mis en place, dans son format actuel, il ne faut pas s'attendre à un changement. Qui prévoit la peine des travaux forcés, donc de 20 ans de travaux forcés, la peine des confiscations spéciales et aussi la peine, je crois bien, à part la confiscation spéciale, vous avez la restitution des biens faisant l'objet de l'extraction. Alors, il s'est fait que sur le terrain, les fonds détournés, les fonds ne sont jamais restitués après la condamnation. Et donc, nous estimons qu'avec la mise en place de ces projets de loi ou de ces tribunaux pénal économique et financier, avec un paquet national financier et économique, il est nécessaire qu'on puisse adopter le système des chambres de médiation. Les chambres de médiation vont jouer le rôle. Après avoir instruit les dossiers, donc, après que le procureur aura fini avec l'instruction, il constate que les faits sont établis, on invite la personne poursuivie par un médiateur. Le médiateur sera en face de la personne poursuivie et de la victime qui est la République, qui peut se faire représenter par le ministre de la Justice ou par l'avocat qui sera désigné, pour qu'on essaye de proposer des solutions. La solution tendant, n'est-ce pas, à obtenir un arrangement ou une négociation pour que les fonds dissipés soient restitués. À ce moment-là, la République sera rétablie dans ses droits et les parquets peuvent apprécier, n'est-ce pas, les classements des dossiers pour une opportunité de poursuite. Et croyez-vous que cette médiation pénale peut s'avérer efficace? Bien sûr, dans les cas d'espèce, si on adopte ce mode alternatif, je considère la médiation comme une solution rapide dans la résolution de la criminalité en col blanc. Donc ça signifie que la médiation, en fait, ceux qui pensent que le fait de restituer l'argent, c'est pas une sanction, non, c'est trompe. Lorsqu'on vous dépouille de votre patrimoine, vous restez avec rien parce que vous avez détourné de l'argent, c'est aussi une sanction. Mais alors, qu'est-ce que nous gagnons? En envoyant les gens en prison, ils vont faire 20 ans, 10 ans, ils sortent de la prison sans restituer les fonds détournés. Sachant bien qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes poursuivi pour détournement des deniers publics, vous pouvez être en face d'un juge qui vous condamne à 5 ans de prison. Il va en appel, on rabat la peine à 3 ans. Et il va faire 3 ans, il sort de la prison alors qu'il a détourné 400 millions de dollars. Qui gagne? Qui perd? Nous avons le choix.